Bonjour à tous et à toutes, chers invités. Tout d'abord, j'aimerais que vous présentiez rapidement d'un mot. Est-ce qu'on peut commencer par vous, Mathilde? Bonjour à tous, moi je suis Mathilde Pruvot et je suis ergothérapeute chez Merci Julie. Alors, Bonjour à tous, je suis Alain Villemeur, le directeur scientifique de la chaire Transition démographique, transition économique, qui est une chaire d'économistes universitaires qui s'intéresse depuis une quinzaine d'années à tous les problèmes de vieillissement de la population. Et bonjour, Éric Frégona, je suis le directeur adjoint de l'ADEPA. L'ADEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Nous représentons 2000 directeurs sur l'ensemble du territoire national, donc des directrices et des directeurs qui travaillent dans les établissements, mais également dans les services à domicile. merci et bienvenue. On passe à ton édito, Hervé Bonneau. Face à la vague grise qui arrive, comment réconcilier vieillesse, dépendance et humanité dans notre système de soins? Bonjour à tous et merci Alix. Encore une fois, un thème facile à aborder, la vieillesse, le vieillissement. On ne va pas tomber dans le pathos, donc je vais pourtant parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet d'avenir et comme disait Woody Allen, l'avenir m'intéresse, c'est là que je compte passer le restant de mes jours. Pour planter le décor, mais vous en parlez mieux que moi, donc on a déjà 22% des Français qui ont plus de 65 ans et on va en avoir 6 millions de plus en 2034. Et parmi ces 18 millions de personnes, il y aura donc 2,5 millions de personnes dépendantes. Clairement, il va y avoir un problème. Et moi, je vois au moins deux axes de réflexion. Dans quel type de structure nos sujets âgés vont-ils être hébergés et avec quel type de médecin. Donc je commence par le sujet assez sensible de l'hébergement des personnes âgées dépendantes. J'ai lu un papier de Frédéric Bizard qui dit, je le cite, notre système d'EHPAD public est mort, ce sont des mouroirs et 80% sont en déficit. Pourtant, ils nous coûtent cher. Donc c'est sûr que c'est un constat qui est assez négatif et c'est vrai qu'on a un problème de toute façon de taille parce qu'on ne peut pas accueillir 100% des personnes âgées dépendantes. Et vu la dynamique du marché, ce qui m'a interpellé, c'est l'essor des acteurs privés à but lucratif. Et il y a eu quelques scandales, et je vous en rappelle deux, parce que quand on m'a dit secteur privé, je me suis dit, mais privé de quoi? Privé d'humanité? Et parce que je me suis souvenu d'abord du scandale d'Orpea. Alors quand j'ai vu le scandale, je me suis dit, ah oui, mais Orpea, ils ont choisi leur nom, c'est l'or des personnes âgées, Orpea. Ça ne voulait pas dire ça, hein. C'était un acronyme avec un R qui voulait dire respect. Mais vous vous souvenez du livre qui est sorti, Les Fossoyeurs, en janvier 2022, on a appris que les sujets âgés qui vivaient dans ces structures étaient maltraités, mal lavés, avaient faim, enfin c'était quand même assez terrible. Donc, il y a eu un scandale, un changement de gouvernance, un changement de cours de bourse, ça s'est écroulé, et puis il y a eu un changement de nom, donc tout a changé, ça est devenu Éméis, ce qui veut dire nous en grec, avec une très belle promesse. Nous prenons soin de toutes les fragilités afin de construire une société plus forte. Mais quelle société? La SAS EMIS ou la société civile dans laquelle nous venons? Je dis ça parce qu'ils prennent vraiment soin de leur capitalisation boursière qui a repassé le milliard d'euros. Donc ça marche bien. Deuxième acteur privé, Korian, avec un autre scandale que vous avez suivi, j'imagine bien. Pourtant, à l'origine, c'est joli. Hein. Korian, ça vient d'un mot japonais qui veut dire kokoro, le cœur. Donc effectivement, ils agissent avec beaucoup de cordialité, sauf que là aussi il y a eu un scandale et qu'on a appris qu'il y avait une obsession de la rentabilité, une maltraitance du personnel et des personnes âgées qui vivaient. Et c'était aussi assez terrifiant de lire ça. Donc Korian a changé de statut, c'est devenu une entreprise à mission. Et je me suis demandé quelle était la mission, si ce n'était d'abord de maintenir la capitalisation boursière qui a dépassé 750 millions d'euros récemment. Et la directrice générale, qui a été auditionnée à l'Assemblée nationale, a dit non, on fait des profits raisonnables. Donc je m'interroge sur ce qu'est la raison quand il s'agit d'hébergement de personnes âgées. Et peut-être n'est-il pas raisonnable de ne pas vieillir en bonne santé. Donc visiblement, il y a un naufrage. La vieillesse est un naufrage. Ça, c'est Charles de Gaulle qui le disait. Bon, il parlait de son ennemi intime, le maréchal Pétain. Mais visiblement, ce n'est pas un naufrage financier pour tout le monde. Donc je laisserai mon voisin parler des structures, mais c'est un vrai sujet. L'autre sujet qui m'interpelle, on va dire, c'est que face à cette vague grise, on a deux types de médecine. On a
qui ont le même nom et qui n'ont pas vraiment le même objectif, enfin, qui ont presque le même nom. Il y a la médecine du sujet âgé, ce qu'on appelle la gériatrie en français, et puis la médecine anti-âge, la médecine esthétique. Alors les deux se développent en nombre et c'est devenu la gériatrie une spécialité récemment, en 2004. On aurait peut-être pu se dire avant qu'on aurait un problème démographique. Mais bon. Et donc on a aujourd'hui 2500 gériatres en France. On a beaucoup plus de médecins anti-âge, avec une évolution spectaculaire. Le nombre augmente de 112% en région PACA, de 438 en région Basse-Normandie et de 625% en région Limousin. Donc effectivement, c'est une spécialité en devenir. Mais moins que la médecine anti-âge. Là, l'ordre des médecins estime qu'il y a déjà plus de 10 000 médecins qui font de la médecine esthétique, médecine anti-âge, on l'appelle comme on veut. Ça revient à ça, avec une demande très très forte. On estime à 460 millions de personnes le nombre qui aura lieu à la médecine esthétique en 2030, dont 200 millions de Chinois, avec un chiffre d'affaires qui passera les 30 milliards de dollars. Donc clairement, on parle ici du fond du sujet, c'est le refus de vieillir, le jeunisme. Et donc, c'est Faust, c'est le pacte de Faust. Est-ce qu'on est prêt à vendre son âme au diable pour ne pas vieillir? Je vous rappelle, mais vous la connaissez, l'histoire de Faust, cet alchimiste qui veut gagner du temps pour accéder à tous les savoirs, à tous les plaisirs, et qui vend donc son âme à Méphistophélès en échange d'une vie éternelle ou augmentée de 25 années, ça dépend des livres. Mais il sait qu'il va donner son âme au diable et que derrière, il finira en enfer. Voilà, donc c'est ça le sujet philosophique du jour. Et pour conclure, je laisse la parole à Jean d'Ormesson, que j'adorais. Il a écrit « J'aime vieillir, c'est la seule façon de ne pas mourir. La mort est certes une malédiction, mais il y aurait bien pire, ce serait de ne pas mourir. » Merci beaucoup, Hervé, pour cette poésie. Alors, chers invités, sommes-nous prêts à affronter l'avenir de nos aînés? Qui veut répondre rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le cœur du débat. Alain? Actuellement, il faut reconnaître que c'est un vrai problème. La perte d'autonomie, qu'on ne fait pas face aux besoins liés à la perte d'autonomie et que c'est une préoccupation qui doit devenir nationale. Alors nous, on a fait des études, on y reviendra peut-être, pour proposer effectivement des moyens supplémentaires, puisque la situation actuelle... Alors il ne faut peut-être pas complètement noircir la situation. Tous les EHPAD, il y a des EHPAD où ça se passe très bien. Et il ne faut pas oublier qu'Orpea et Clariane ont été complètement recapitalisés, nouveaux actionnaires, etc. Mathilde? Merci pour cet édito. Je me permets de rebondir. Vous parlez surtout des établissements, mais vous n'avez pas envisagé le fait que les personnes âgées peuvent vieillir chez eux. Et en tout cas, nous, c'est pareil, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais chez Merci Julie, c'est aussi notre rôle d'aider les personnes à bien vieillir, mais à domicile, si c'est leur choix en tout cas. Éric, le mot de la fin. Je vais être tout à fait direct. Si je rejoindrai ce que disait monsieur. C'est tant qu'il n'y aura pas les moyens qui seront accordés et que la représentation nationale ne décidera pas des sources de financement pour financer ces 12 milliards qui sont attendus dans les prochaines années, à minima en 2030, nous n'arriverons pas à faire face à l'accompagnement des personnes âgées, aussi bien, vous avez raison madame, à domicile qu'en établissement, parce qu'il faut quand même rappeler que la moitié peu ou prou des personnes âgées en France qui perçoivent l'APA, donc l'association personnalité à l'autonomie, sont accompagnées à leur domicile individuel. Donc jamais les oublier. Merci pour votre édito, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à montrer ces quelques groupes qui représentent peu ou prou 10% de l'offre, mais il y a tout le reste de l'accompagnement sur lequel il faut aussi avoir un focus. Alain, vous vouliez réagir vous avez le droit de réagir, vous avez une petite minute pour réagir si vous voulez, parce que vous entendez... Effectivement, il ne faut pas oublier que le maintien à domicile, c'est le souhait de la grande majorité des Français, de vieillir à domicile. Et que là, il y a tout un secteur qui peut se développer. Ça serait, je crois, important d'en reparler, parce qu'il y a d'autres... on va l'évoquer. C'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire, et je crois que c'est aussi un facteur important. On passe au débat.